beaucoup parlé de l'Italie dans l'actualité ces dernières semaines. Instabilité politique, des évêques qui montent au créneau pour demander une révision de la loi sur l'avortement. Et on s'en souvient, ça a fait beaucoup de bruit. Le pape qui n'a pu se rendre à l'université de Rome suite à des manifestations. Avec 90% de baptisés et 25 000 paroisses, l'Italie fait figure de grand pays catholique. Une originalité en Europe, mais qui tend peut-être à s'estomper, puisque moins des 3/4 des Italiens se disent catholiques aujourd'hui. Alors qu'en est-il vraiment? Quelle est la place de l'Église dans la société italienne? C'est ce que nous allons voir avec Daniele Zappala. Bonjour. Vous êtes correspondant en France pour le quotidien italien L'Avvenire. Comment il se positionne dans le paysage de la presse italienne aujourd'hui, ce quotidien? On peut dire que c'est le quotidien national d'inspiration catholique et pour certains aspects, c'est un peu l'équivalent en Italie de la Croix, mais c'est un quotidien très proche de la conférence des évêques italienne qui est l'actionnaire majoritaire. Le quotidien des évêques, disent certains. Oui. Alors première question, il faut vite l'évacuer, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. On parle beaucoup en France de la relation de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni, une Italienne. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les Italiens? Oui, disons que ça fait bien évidemment la une de la presse people, comme on l'appelle, mais c'est vrai que ça intéresse aussi la presse sérieuse. Je crois dans l'essayage de l'intérêt que l'élection de Nicolas Sarkozy a eu en Italie et donc a suscité en Italie, parce que c'est vrai que c'était vécu comme un changement en fait des générations politiques, et donc dans ces sillages, c'est vrai que aussi cette nouvelle relation fait beaucoup parler. Alors un mot de politique, maintenant on s'en souvient, le gouvernement Prodi a dû démissionner il y a quelques semaines déjà. Alors c'est pas la première fois, la vie politique italienne semble assez instable depuis quelques années ou depuis toujours, je ne sais pas. Est-ce que l'Église dit quelque chose sur ces questions politiques et sur cette instabilité institutionnelle? La stabilité, ce n'est pas une nouveauté. Si on regarde l'histoire italienne, c'est vraiment une succession des crises presque des gouvernements. Disons qu'on peut dire, quant aux relations entre l'État et l'Église, que c'est un dialogue qui peut-être, justement dans ce cadre des grandes instabilités, représente sans doute l'une des grandes constantes. Par contre, et c'est pour ça que en fait, on voit souvent cette relation qui se renouvelle dans l'État, mais qui ne s'estompe pas. On écoute les évêques en Italie quand ils parlent? Oui, notamment en fait pour les grandes questions, les grands débats de fond. Donc, dans les débats qui concernent des thèmes comme la vie, ou encore la famille, ou encore la solidarité internationale, la voix de l'Église fait toujours office de référence. Et donc, on ne s'étonne pas du tout de voir des personnalités s'exprimer dans tous les médias. Ça veut dire qu'on peut les voir dans la télévision, dans la presse? Oui, et on les voit très régulièrement. Et les politiques ou le gouvernement prennent en compte ce que disent les évêques? Mais disons que c'est une position qui est considérée comme importante si en fait on tient compte de l'attachement historique des Italiens au catholicisme. Donc, il faut dire, juste pour en fait donner un chiffre qui est quand même révélateur, 95% des Italiens ont été baptisés par l'Église catholique, et donc historiquement l'État qui, dans la Constitution de 48, s'est défini comme un État laïque, quand même tient toujours compte du point de vue de l'Église, justement dans les sillages de cet enracinement catholique très important que l'Italie en fait est une spécificité de l'Italie. Alors les évêques, en ce moment, on les entend, les évêques italiens, on les entend beaucoup sur la loi sur l'avortement. Ils veulent revenir un peu dessus. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Mais il faut d'abord rappeler les contextes de cette loi. C'est une loi qui, dans les années 70, avait été votée avec le but officiel en fait, de la tutelle, on dit officiellement les textes de la maternité, et donc c'est que l'Église aujourd'hui dit, c'est d'abord il faudrait revenir à l'esprit premier de cette loi, et donc c'est vrai qu'autour ensuite de ces débats, il y a beaucoup de caricatures évidemment qui se créent. C'est un débat assez en fait épineux. Est-ce qu'il ne demande pas de supprimer complètement cette loi? Il demande surtout de revenir à cet esprit, donc premier des tutelles de la maternité. Donc cela implique la nécessité
pour l'État de quand même donner des aides, par exemple, aux femmes qui se trouveraient dans des situations de pénibilité psychologique, socio-économique, etc. Et en même temps, l'Église demande aussi de tenir en compte les avancées de la médecine et donc, par exemple, pour ce qui concerne la survie des prématurés. Donc, il y a aussi un débat autour, effectivement, d'aspects spécifiques de cette loi. De privilégier l'accueil de la vie, en fait. Oui, oui. C'est évidemment la position en fait, officielle de l'Église qui ne peut pas considérer comme une bonne loi, une loi qui autorise l'avortement, mais en tout cas, les débats se focalisent plus sur l'interprétation de cette loi aujourd'hui. Alors, il y a eu un autre débat qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois en Italie sur le Pax à l'italienne, comme on l'appelait ici en France, finalement qui a été adopté. Qu'a dit l'Église sur cette question? Est-ce qu'elle s'est montrée vraiment efficace dans ses prises de position? Mais c'est un débat qui en réalité continue, et parce qu'on peut dire qu'il y a en fait un vieux proverbe italien qui dit « Chi va piano, va sano e va lontano ». C'est un peu, je dirais, l'attitude en général de l'Italie vis-à-vis de ces grands débats de fond qui concernent la famille, la vie. Et on ressent toujours les besoins des grands débats, et donc on l'a vu, par exemple, il y a quelques années avec la loi sur la bioéthique. Il y a eu en fait un grand débat national qui a vu l'Église vraiment assumer un rôle de promoteur du débat pour élever les débats, et c'était aussi le cas pour tout ce qui concerne la famille, ces sujets-là. Donc, on peut dire qu'il y a ce rôle toujours important en termes de débat de l'Église. Alors justement, à la suite de ce débat sur le Pax à l'italienne, plusieurs dizaines de milliers d'Italiens sont descendus dans la rue à Rome pour défendre les valeurs familiales. C'était en mai dernier, une manifestation soutenue par l'épiscopat italien. On regarde le reportage. La famille italienne a montré sa force. 1 million de personnes sont ainsi descendues sur la place Saint-Jean-de-Latran à Rome pour demander aux hommes politiques de défendre la famille fondée sur le mariage. Nous demandons des impôts plus justes qui tiennent compte des dépenses familiales. Nous demandons de l'aide pour les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Somme toute, tout ce qui peut aider la vie familiale quotidienne. Le Family Day a été encouragé par l'Église, mais il a rassemblé des familles de tous bords et pas seulement des catholiques. J'aimerais plus d'aide financière, moins d'impôts, de l'aide pour les jeunes couples et moins de discrimination contre les femmes qui travaillent et souhaitent élever leurs enfants. Nous sommes venus faire l'expérience de la famille et pour montrer aux autres combien il est beau d'être en famille. Pour moi, c'est important de renforcer le sens de la famille qui a été perdu. C'est important de faire ce sacrifice et de supporter la chaleur sur cette place. Les familles italiennes ont ainsi appelé les hommes politiques à favoriser la hausse du taux de natalité en Italie, qui est l'un des plus bas au monde. Mais les changements dans la société occidentale rendent de plus en plus difficile aux hommes politiques, et particulièrement aux catholiques, la défense des droits de la famille fondés sur le mariage. Si vous parlez de la famille en tant que personne politique, le lobby gay vous dira immédiatement « Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que la famille? En faisons-nous partie ?» Et puis vous aurez les féministes qui diront « Pourquoi parlez-vous de famille? C'est réactionnaire, c'est bourgeois. Êtes-vous chrétien fondamentaliste ?» Je pense que tous ces débats ne mènent nulle part. Je pense que nous devons plutôt montrer ce qu'est la vie familiale normale, ce qu'est une famille normale et que les gens voient des familles. Donner la priorité aux enfants et défendre leurs droits, c'est ce que veulent proposer au monde les catholiques. Ils voudraient renforcer la famille et augmenter le nombre de citoyens équilibrés et responsables. Le reportage est fidèle à ce qui se passe en Italie sur ces questions familiales. Les reportages sont fidèles dans la mesure où il y a cet attachement aux valeurs de la famille. C'est l'unité vraiment de base, la cellule de base de la société. C'est vrai que ça suscite parfois de l'étonnement quand on regarde la réalité, la situation dans notre pays européen, tout en fait cette tendance à la décomposition de la famille, parce que ça reste quand même l'élément clé peut-être de la société italienne. Il n'est pas rare de voir par exemple des enfants qui restent jusqu'à l'âge de 30 ans ou un peu plus chez leurs parents. Oui, c'est là c'est un peu la conséquence de la situation économique. Là. Le taux de natalité italien, l'un des plus bas d'Europe, nous dit-on dans ce reportage. C'est étonnant, c'est aussi parce qu'on a l'image d'une Italie très traditionnelle, très familiale. Comment vous l'expliquez? Oui, là encore, c'est une image qui a été aussi beaucoup diffusée par
par les cinémas, par exemple. Mais en réalité, c'est vrai, l'Italie aujourd'hui souffre au niveau de sa natalité. C'est un peu la conséquence d'un retournement très important de la situation économique. Donc, il y a beaucoup de familles qui vivent quand même des situations de pénibilité économique. Et donc, cela, évidemment, n'incite pas forcément à élargir les familles. Et en plus, c'est vrai, il n'y a pas eu dans le passé, sans doute, de politique familiale aussi énergique qu'on l'a vu, par exemple, en France. Est-ce que la famille est en danger en Italie ? En danger, je ne dirais pas, mais c'est vrai que ces données démographiques inquiètent beaucoup pour l'avenir d'abord du pays. Comment est perçue l'Église et ce que dit l'Église en Italie? Est-ce que le phénomène de sécularisation a touché cette Italie à 95% de baptisés, vous le rappeliez tout à l'heure? Oui, donc si on regarde les données actuelles et on les met en perspective historique, bien évidemment, il y a une érosion, notamment de la pratique religieuse. Aujourd'hui, on dit qu'à peu près 40% des Italiens se disent pratiquants. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils se rendent tous les dimanches à l'église. Mais c'est vrai que au niveau, disons, de la pratique, au niveau aussi des vocations, il y a effectivement un phénomène de sécularisation qui, pour certains aspects, peut être contrebalancé par d'autres phénomènes, par exemple la vitalité des mouvements chrétiens. Donc il y a, c'est vrai, une situation pour certains aspects paradoxal, ou en tout cas contradictoire, entre cette sécularisation qui parfois touche la pratique et en général les aspects institutionnels, et ensuite la vitalité des mouvements comme par exemple pour les familles il Movimento dei Focolari, ou encore pour les jeunes Comunione e Liberazione, des mouvements qui arrivent à rassembler des centaines de milliers de personnes, voire au niveau international des millions. Donc il y a un effet de balance entre ces deux effectivement phénomènes. Vous parliez des jeunes, ils sont visibles, ces jeunes catholiques aujourd'hui en Italie, ils remplissent ces églises? Oui, il suffit justement, j'ai cité Comunione e Liberazione, chaque année, le congrès de ces mouvements, c'est un haut lieu de débat où les jeunes catholiques, en général, le monde catholique, se retrouvent en face des personnalités issues de tous bords. Donc c'est vraiment un lieu privilégié qui est d'ailleurs fortement médiatisé, fortement fréquenté aussi par la classe politique, par des personnalités internationales. C'est l'un des exemples qui montre effectivement qu'il y a une relève chez les jeunes de l'engagement et aussi de la foi. Quand on est italien aujourd'hui, est-ce qu'on est catholique? Cela, en fait, n'est pas, bien évidemment, toujours automatique, mais d'un point de vue culturel, c'est vrai que je crois que tout Italien perçoit la culture catholique comme étant vraiment le socle au cœur, le noyau de la culture nationale. Juste pour faire un exemple, les crucifix se retrouvent dans toutes les classes de l'école publique, et cela ne produit, ne scandalise personne. Qu'il y ait d'autres élèves, d'autres confessions, c'est pas gênant. Justement parce que effectivement la conception de la laïcité n'est pas vue d'une façon aussi poussée que en fait dans d'autres pays. Au contraire, cette laïcité n'est pas vue comme étant capable de nier quand même l'identité du pays, qui reste fortement imbibée de catholicisme. Il suffit aussi de regarder l'histoire, etc. Dans ce contexte, comment vous expliquez ce qui s'est passé autour de l'université de Rome, la Sapienza? Le pape voulait s'y rendre, il y a eu des manifestations, finalement il a décidé de ne pas y aller. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Est-ce que ce mouvement universitaire qu'on a vu dans cette faculté à Rome est révélateur d'un état d'esprit aujourd'hui dans le pays? Je crois que ce qui a été vraiment révélateur, c'est ce qui s'est passé après, à savoir cette vague incroyable d'affection, ces témoignages de solidarité à l'égard du pape, d'abord de la part des Romains, parce qu'il y a une relation historique exceptionnelle entre les Romains et les évêques, les papes, et ensuite de la part du pays dans son ensemble, la politique, etc. Il faut en fait, pour ce qui concerne la contestation à proprement parler, il faut quand même rappeler
que les signataires de cette lettre de contestation étaient 67 dans la plus grande université d'Europe qui a 5000 professeurs. Donc c'était vraiment une petite goutte d'eau qui a peut-être atteint le seul but de justement attirer une vague un peu d'incompréhension dans les pays. Alors en tout cas, vous parliez de cette réponse des catholiques italiens qui a été immédiate à l'Angélus du 20 janvier. Ils étaient 200 000 rassemblés place Saint-Pierre à Rome. L'objectif, soutenir le pape dans cette polémique. On regarde. Grazie. Cari amici, je voudrais maintenant saluer les jeunes étudiants universitaires. Et il y en a beaucoup. Je vous remercie de votre présence. Les professeurs. Et vous, qui êtes venus ici, si nombreux, place Saint-Pierre, pour participer à la prière de l'Angélus et pour m'exprimer votre solidarité. L'énième symbole de cet attachement très profond, d'abord de la part des Romains et ensuite de la part en général des Italiens vis-à-vis du pape. C'est un attachement, un lien qui est vraiment millénaire et qui se renouvelle justement chaque semaine lors de l'Angélus et qui, à mon sens, trouve son expression la plus spectaculaire au niveau émotionnel lors de l'élection d'un nouveau pape. Quand vraiment la ville s'arrête, les gens de toute profession, tout milieu social arrêtent leurs activités pour se rendre, converger vers la place Saint-Pierre pour, en quelque sorte, symboliquement donner l'accolade au nouveau... Et que ce soit pratiquant ou non, presque. Voilà, c'est vrai que cette vague souvent dépasse la foi. C'est aussi une affection très profonde d'abord de la ville entière vis-à-vis du pape, vis-à-vis aussi de ses privilèges de pouvoir acquérir les Saint-Sièges dans les tissus urbains de Rome. Quel est le poids du Vatican sur l'Église italienne aujourd'hui? Mais en Italie, c'est un sujet très ancien des polémiques. Ça remonte à l'époque de l'hégémonie, il faut le dire, dans les paysages politiques italiens de la démocratie chrétienne, quand il y avait deux représentants très importants de ces partis qui avaient des relations personnelles très étroites avec des membres de la curie, avec le Vatican en général. Aujourd'hui, ces relations étroites sont moins dans l'air du temps et je dirais que, en fait, en général, le Vatican a un rôle, surtout dans les débats. C'est sur les grandes questions, c'est toujours vu comme un repère fondamental dans les débats des sociétés, dans les débats vraiment qui concernent la solidarité, la famille encore et la vie. Est-ce que, parce que la religion catholique a été religion d'État en Italie pendant longtemps? Non, justement, en fait, la constitution de 48 est une constitution laïque. Donc, à la différence d'autres États européens qui sont des États confessionnels, l'Italie n'a jamais été un État confessionnel. Au contraire, c'est un État où les pluralismes religieux en fait, a toujours été pleinement garanti et cela est montré par les accords tout nouveaux qui sont régulièrement en fait établis entre l'État et les nouveaux cultes des derniers arrivants, des derniers arrivés sur les derniers peuples arrivés sur les territoires nationaux. Donc c'est vrai que cela fait partie un peu des clichés. Au contraire, le pluralisme est assuré, mais c'est vrai que les relations en termes d'attachement à la religion catholique font que l'État a toujours établi historiquement des relations privilégiées avec l'Église. En tout cas, le patrimoine religieux de l'Italie est immense, à commencer par Rome, bien sûr, où furent martyrisés les premiers chrétiens. Reportage au très fameux Colisée, où est célébrée une messe tous les dimanches matins. On regarde.
Construit il y a plus de 1900 ans par l'empereur Vespasien, le Colisée est un symbole de la Rome païenne. Mais c'est aussi un lieu où, selon la tradition, beaucoup de martyrs chrétiens sont morts. 20 siècles plus tard, quelque chose d'extraordinaire s'y tient chaque dimanche. Dans cette petite grotte, la messe est en effet célébrée comme au temps des premiers chrétiens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de personnes ne réussissent même pas à croire qu'il existe une chapelle dans un lieu païen devenu le symbole du christianisme parce que des martyrs chrétiens ont été tués au Colisée. Le miracle de cette messe dominicale au Colisée est réalisé grâce au Cercle Saint-Pierre, un groupe de catholiques qui aide depuis 130 ans le Vatican pour les cérémonies pontificales. Même si la chapelle date d'il y a 1000 ans, le Cercle Saint-Pierre n'y organise des messes que depuis 71 ans. C'est formidable que la voix du Christ retentisse à nouveau dans ce Colisée païen. Il n'y a que 16 places dans la petite chapelle Sainte-Marie de la Piété. Mais chaque dimanche, les chants rappellent aux touristes que le chemin de croix des premiers martyrs a commencé là, dans le célèbre Colisée de Rome. Une petite réaction sur ce reportage? C'est en fait l'un des nombreux symboles de ces sillages historiques exceptionnels et uniques entre culture, patrimoine italien et ensuite le catholicisme. Bien sûr, il n'y a pas que Rome. On peut penser à Assise ou alors l'église Saint-Vital de Ravenne, la cathédrale de Saint-Marc de Venise ou encore la cathédrale de Milan. Comment les Italiens s'approprient ce patrimoine religieux? Mais disons que c'est un grand élément de fierté, le fait de savoir de vivre dans les terres d'où en fait la chrétienté, le christianisme s'est développé. C'est là en fait aussi au niveau du patrimoine. C'est un élément qui fait partie en fait de l'identité profonde des Italiens. Et d'ailleurs, il suffit de penser aux géants de la Renaissance, Michel-Angelo, Leonardo, Raphaël, qui ont tous excellé dans l'art religieux et qui représentent un peu le fleuron de l'histoire de l'art italien. Donc c'est un peu une relation profonde et évidemment cela a aussi ses aspects économiques. Il faut en fait dire qu'à côté du tourisme strictement religieux, il y a aussi une grande partie du tourisme italien qui tourne autour de ces patrimoines extraordinaires. Vous parlez de ces questions économiques. D'ailleurs, à ce propos, on dit souvent qu'il y a deux Italies, une Italie du Nord riche, une Italie du Sud un peu plus pauvre. Est-ce qu'il y a aussi ce clivage ou cette différence plutôt dans la manière dont on exprime sa foi et dont on est catholique aujourd'hui en Italie? Mais je dirais qu'au niveau religieux, l'Italie est bien évidemment différenciée parce que déjà au niveau culturel, c'est un pays différencié, même au niveau linguistique, il y a quand même une résistance très importante de culture, des langues régionales. Et donc on ne peut pas vraiment parler d'un clivage nord-sud. On peut dire qu'il y a des régions où en fait on a conservé une relation vis-à-vis du fait religieux qui est sans doute différent par rapport aux autres religions et d'ailleurs souvent on garde jalousement en fait cette identité propre. Est-ce que l'Église sur le terrain social est très présente? On sait que par exemple dans le sud ou en Sicile c'est un peu plus difficile économiquement. Est-ce qu'elle a un rôle particulier à jouer sur ce terrain social, l'Église aujourd'hui? Oui, elle est très active à la fois justement au niveau des œuvres sociales, des œuvres de charité, mais aussi au niveau par exemple de l'éducation, de la place de l'école catholique et même au plus haut niveau. Les universités par exemple catholiques est une place tout à fait encore centrale dans la culture du pays. Il faut penser que les dirigeants, même italiens, souvent des bords différents, sont issus d'écoles, des universités catholiques. C'est par exemple le cas de Romano Prodi, en fait, premier ministre sortant, et de beaucoup d'autres en fait, chefs de gouvernement. Tout le monde a cette culture chrétienne aujourd'hui en Italie? Mais cette culture, c'est vraiment une donnée de base de l'identité italienne. Ensuite, bien évidemment, il y a des différences, et bien évidemment, il ne faut pas sous-estimer justement l'action d'érosion de cette sécularisation qui agit notamment parfois dans les grandes villes. Un petit mot sur la piété populaire en Italie. Moi, j'ai été surpris de voir par exemple dans beaucoup de voitures l'image de Padre Pio. C'est quelque chose qui compte ça en Italie? Oui, ça compte énormément. C'est une forme de en fait, foi
qui est exprimée par des millions d'Italiens, et je dirais au-delà des clivages vraiment générationnels, des clivages de milieu social. Et justement, Padre Pio, c'est l'un en fait des grands symboles de cette piété populaire qui ça relève vraiment d'une attitude simple au sens en fait noble du terme dans l'expression de la foi. Merci Daniele Zappala pour ces explications. Je rappelle que vous êtes correspondant pour le quotidien L'Avenire en France. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.